tous, on est en live, on est sur notre chaîne Facebook et Twitch Show Me the Maker. On se retrouve pour notre table ronde numéro 2. Ce soir, ce sera une soirée de femmes makers et donc je suis avec Laurie qui va nous parler de son parcours et évidemment de ses projets en tant que maker. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, n'hésitez pas à poser vos questions, on reviendra dessus, on aura une phase de questions-réponses aussi à la fin. Et donc, Laurie, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, très bien, merci. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que tu as passé une bonne journée, un bon week-end aussi, hein, puisqu'on est lundi? Oh oui, impeccable. Je suis allée boire un café avec deux participants du Labo Indigo là aujourd'hui au soleil, donc c'était chouette. Et ce week-end aussi, c'était top. Enfin voilà, très bien. Super, bah écoute, bon week-end pour moi aussi. Alors, hein, pour ceux qui Ah bah nous oui. rejoignent, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on les reprendra en cours, comme je l'ai dit. Alors, Laurie, donc, tu es une femme maker et tu es venue nous parler évidemment de tes projets, mais avant que justement on discute plus en détail des projets sur lesquels tu travailles, voilà, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi en 2-3 minutes? Qui es-tu? Quel a été ton parcours personnel, les études, tes passions, voilà, pour apprendre à mieux te connaître. Ok, bah déjà il y a des trucs chez moi qui représentent, enfin qui répondent pas mal au apprendre, créer, partager de Showbiz Maker. Dans pas mal de choses que j'ai fait dans mon parcours pro et même perso, j'ai beaucoup appris de choses sur le tas en faisant. Notamment par exemple à Active Action, c'était une asso, c'est une asso d'ailleurs, qui crée des communautés d'entraide entre des personnes en recherche d'emploi et qui notamment les aide à se former à l'animation d'ateliers participatifs et collaboratifs. Et donc moi-même en tant que bénévole, j'ai été formée. Et au sein de cet asso, il y a même la possibilité de créer ses propres ateliers participatifs, collaboratifs. Et donc moi aussi j'ai fait ça. Et puis ensuite, bah, j'ai travaillé au sein de l'asso. Et ce qui était assez chouette dans cet asso-là, c'est que on partage. Le principe, c'est vraiment de partager toute l'expertise, toutes les bonnes pratiques qu'ils ont accumulées, notamment en termes d'animation bienveillante. Et du coup, c'était assez génial comme démarche. Et puis là, je travaille dans un tiers-lieu à la fois créatif et un peu ressources sur numérique avec un Fab Lab qui s'appelle la cabane des créateurs à Schiltigheim. Et c'est vraiment, il y a aussi une démarche d'apprendre les choses sur le tas. Moi, j'ai appris à me servir de la découpe laser là-bas, de créer des choses ensemble. On fait beaucoup d'ateliers à plusieurs personnes avec une dizaine de participants parfois, et aussi de partager ce qu'on sait faire. Voilà. Il y a vraiment ces trois aspects-là. Et à côté, bah, j'ai un autre projet, mais j'en parle pas tout de suite, c'est ça, hein. Bah oui, on va justement y venir pour parler de ton projet, le Labo Indigo. Bah écoute, je te propose, puisque tu l'as Trop bien. introduit comme ça, donc tu travailles depuis un certain temps sur un projet qui s'appelle le Labo Indigo. Mm. Alors, bah évidemment, je vais te poser la question de qu'est-ce que concrètement ton projet et aussi avant qu'on enchaîne et plus approfondément, d'où vient le nom justement Labo Indigo? Ah ouais, c'est intéressant. Bah, le labo, c'est un labo parce que il s'agit de faire un peu de la recherche, mais de la recherche par l'action, hein, de tester des choses, de se tromper et d'apprendre par les expérimentations qu'on fait. Et un labo aussi, quand il trouve des trucs qui fonctionnent, après le but c'est de le partager, c'est de diffuser. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et Indigo, c'est parce qu'en fait, c'est un projet qui travaille autour du vêtement et notamment avec l'ambition de pouvoir concilier le style, vraiment des styles particuliers, voilà, que les gens aiment, qui sont parfois bien spéciaux, bien spécifiques, et aussi le handicap.
Mmh. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, quand tu es handicapé, notamment quand tu as un handicap moteur ou que tu es infirme moteur cérébral ou que tu as de grosses difficultés motrices ou une morphologie aussi qui est différente, et ben pouvoir t'habiller dans le style que toi tu aimes, parfois c'est ultra compliqué ou alors c'est impossible. Tu peux parfois même pas enfiler les vêtements qui te plaisent. Et du coup, indigo, ça vient de là, parce que pour moi, visuellement, je voyais le handicap, pour moi, c'est le bleu. Voilà, Mmh. on le représente d'ailleurs souvent par le bleu. De l'autre côté, le style, c'est plutôt, je suis allée vers le violet. Je me suis dit, voilà, ça c'est plutôt ça qui va représenter le violet. Et pile au milieu, tu as l'indigo. C'est vraiment ce mélange un peu parfait entre le fait de prendre en compte un handicap et aussi le fait de pouvoir avoir un style bien particulier, bien à soi, qui représente qui on est. Et puis voilà. Et il y a aussi le fait que l'indigo dans l'arc-en-ciel, tout le monde l'oublie. On parle tout le temps, on fait rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet, clac. Et voilà, l'indigo, il passe un peu à la trappe, alors qu'en fait, c'est hyper beau. Donc voilà, je me suis dit, vas-y, visuellement, moi, ça me parle, donc je fais ça comme ça. Mmh. Alors, le labo Indigo, concrètement, comment ça fonctionne, pour toi? C'est tu accompagnes les créateurs, tu reçois des gens, tu travailles avec les personnes. C'est quoi, on va dire, la journée type ou la semaine type dans ton travail? Semaine type, il n'y a pas de semaine type, mais il y a un processus un peu toujours le même. C'est que ça démarre toujours par une personne qui a un handicap et qui dit voilà, moi, j'arrive pas à trouver de robe vintage, par exemple. Que j'adore ce style-là, mais c'est impossible à mettre parce que c'est trop rigide, parce que ceci, parce que cela. Ou alors, moi, j'aimerais pouvoir mettre des vestes de tailleur pour hommes hyper classe, parce que j'en ai besoin, voilà, dans ma vie de tous les jours. Sauf que en fait, c'est impossible à enfiler, c'est beaucoup trop rigide. Et moi, il y a des moments que je peux pas faire, etc., etc. Et quand les gens arrivent avec un projet, tu vois, c'est hyper concret. Hein. Ils arrivent avec un projet, un vêtement, ils peuvent pas. Ils peuvent pas le mettre, ils peuvent pas le trouver. Et ben du coup, moi, je vais chercher des couturiers qui ont envie de travailler là-dessus avec nous, avec cette personne, moi, des couturiers. Parfois aussi, je fais appel quand j'en trouve qui sont dispo, des ergothérapeutes. Donc c'est des personnes qui travaillent justement sur le design des objets, parfois même de ton mobilier chez toi, etc., pour faciliter ta vie au quotidien. Donc en gros, c'est tout à fait pertinent qu'ils puissent être là aussi. Ils connaissent le handicap, mais de manière extérieure. Voilà. Et donc, à travers ça, on réunit, si tu veux, des compétences qui sont différentes. Il y a les couturiers, eux, ils ont une compétence couture, création technique de vêtements. Les personnes handi, elles ont vraiment l'expertise de leur handicap, elles savent ce que ça implique parfaitement. Il y a aussi le regard extérieur avec, alors ça peut être des aidants aussi, peut-être des pros et des aidants qui eux connaissent le handicap parce que voilà, ils y sont confrontés régulièrement. Et ils se posent aussi certaines questions. Et puis, il y a aussi des bénévoles qui peuvent participer, qui sont ni couturiers, ni ergo, ni handicapés. Et pour autant, bah, ils peuvent s'intéresser à la mode, par exemple, ou avoir des questions un peu naïves parfois. Et donc ça aussi, c'est un apport intéressant pendant les ateliers. Et donc, bah, du coup, on réunit tout ce beau monde-là et on réfléchit à des astuces pour rendre, mettons, la veste dont je parlais. On réfléchit à la veste et comment faire en sorte qu'elle soit enfilable. Et à force d'échanger, de tester des trucs, on émet des hypothèses. Mmh. Et on fait un dessin. Souvent, c'est le couturier d'ailleurs qui fait le croquis. Là, par exemple, dans le cas de la veste, on s'est dit tiens, et si on testait un système de soufflet comme il en existe en restauration, là, qui aide les cuisiniers à bouger comme ça un peu plus pour faciliter l'enfilage de la veste. Et comme c'est un vêtement qui va être porté tout le temps en position assise, on va le faire un tout petit peu plus court. Attendez, je vous montre. Hop, un tout petit peu plus court au niveau de la taille là, pour que ça fasse pas un boudin en bas.
Voilà, et ça, après, on le teste. On fabrique le vêtement, ben, le couturier ou la couturière fabrique le vêtement, et ensuite, on se réunit pour voir si ça fonctionne. Voilà. Si c'est beau, déjà, parce qu'il y a vraiment l'aspect style qui est important. Si c'est esthétique, si on se dit waouh, c'est canon. Et si c'est pratique. Si c'est pratique, c'est confortable aussi. Si la personne peut l'enfiler de A à Z sans aide, alors là, c'est tout, c'est gagné. Et voilà. Donc tout ça, on le documente après. On dit, on a utilisé tel type de couture, tel type de truc, etc. Et après, le but, c'est de partager. C'est de faire des tutos, des patrons. C'est de faire des fiches explicatives. C'est d'expliquer au plus grand nombre. Voilà. Alors, je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouvais assez intéressant. C'est, tu as dit qu'il y avait des gens qui venaient avec des questions naïves. Mais qu'est-ce qu'une question naïve? Bah, par exemple, quand tu connais pas le handicap, tu sais pas si les gens peuvent faire tel ou tel mouvement. Tout de suite, tu vas pas te mettre des barrières. Voilà. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Moi, des fois, j'en ai des questions naïves. Quoique depuis, elles sont beaucoup moins naïves parce que je commence à connaître le handicap, c'est le fait d'apprendre ça. Il faudrait que je remonte à 1 an quand je connaissais rien du tout. Mais des fois, voilà, on demande est-ce que tu arrives à boutonner tel truc? Est-ce que tu arrives à faire ça? Parce que, en fait, on ne sait pas. Et voilà. Du coup, je sais pas, je sais plus comment. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée par rapport au projet Indigo, donc je vais faire apparaître. Voilà, oh là là, donc on a une question de Yamina. Donc bonjour Yamina, merci de nous regarder. Donc Yamina te pose la question, quelle est votre clientèle cible? Point d'interrogation. Alors, merci Yamina pour votre question. Ça, c'est intéressant parce que pour l'instant, moi, je ne considère pas les personnes avec qui je travaille comme une clientèle. C'est des participants, c'est des contributeurs. C'est-à-dire que c'est pas eux qui payent le vêtement. Parce que en fait, dans le contrat, le fait de travailler ensemble, en fait, on peut se planter complètement. Ça se trouve, voilà, on s'autorise ça. Bon, en général, on s'est pas trop planté pour l'instant. Les gens étaient contents, mais ils travaillent énormément avec nous. Ils réfléchissent et puis ils s'investissent dans le projet aussi. Du coup, la clientèle, c'est le payeur. Pour moi, il pourrait y avoir plusieurs types de payeurs. Ça pourrait être plus tard des aidants qui ont envie de eux-mêmes créer des vêtements pour leurs proches, parce qu'il faut savoir que d'un handicap à l'autre, va y avoir tellement de différences que pour certains modèles, c'est compliqué de faire de la série. D'ailleurs, ça, c'est un des gros enjeux sur l'habillement et le handicap, c'est qu'il faut parfois du sur-mesure. Du coup, les clients, ça pourrait être des gens qui achètent les patrons, par exemple. Ça pourrait être des entreprises plus tard aussi, qui veulent travailler avec nous. Ça peut être aussi des tiers payeurs. À mon avis, il faudrait travailler avec peut-être des MDPH ou quoi. Pour l'instant, moi, j'en suis pas là. Alors, Yamina écrit les personnes en EHPAD, par exemple. Je ne sais pas si les personnes en EHPAD, tu travailles avec elles. Pas encore, pas encore. Ça pourrait être des participants aussi, ouais. D'ailleurs, ouais, je m'étais rapprochée d'un ergothérapeute qui est dans un EHPAD. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Mais en fait, moi, ce qui me questionne là-dedans, c'est que, pour vous dire, la veste dont je parlais tout à l'heure, pour la réaliser sur mesure, c'est 1000 balles.
Donc en fait, quelqu'un qui est en EHPAD et qui paye déjà parfois 3 000 € par mois pour tout ça, il aura peut-être pas les moyens. Pareil, une personne qui est handicapée, qui n'a pas la capacité, la possibilité de travailler parce que soit par manque d'adaptation au milieu du travail, soit parce que vraiment elle a trop de douleurs ou de difficultés motrices, bah, elle va toucher une allocation adulte handicapé qui est pas mirobolante, hein. Donc pour moi, se pose la question, il faut trouver d'autres payeurs. Parce que sinon on n'y arrive pas. Ça, c'est la double peine du handicap. Non seulement tu peux pas bosser, mais en plus, tout est plus cher pour toi. C'est magnifique. Donc, c'est une très, très bonne question et il y a tout un modèle économique à inventer là-dessus et honnêtement, j'ai pas la réponse. Voilà. Malheureusement, oui, c'est assez compliqué ce genre de choses. Si jamais, hein, ceux qui nous regardent, et vous, mademoiselle Yamina, vous avez peut-être des idées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Je suis sûr que Laurie, ça lui fera plaisir Ah oui, d'avoir. oui. Ouais, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, pour l'instant, j'en suis pas encore là. J'ai financé quasiment tout de ma poche pour l'instant parce que je teste. Donc voilà. Alors, tu nous disais aussi en introduction que tu travaillais à la cabane des créateurs, Oui. qui est un tiers-lieu à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu fais, enfin de qu'est-ce que la cabane des créateurs concrètement et peut-être qu'est-ce que toi tu fais là-bas? Alors, la cabane des créateurs, donc c'est un lieu où il y a à la fois en fait, ça a été créé, pour servir de lieu un peu de ressources pour tous les créateurs, les bricoleurs, les gens qui aiment faire des choses manuelles. À la base, c'était ça. Et donc il y a, des espaces de travail partagé, donc coworking en anglais, mais qui sont adaptés aux créateurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'espace et il y a, la place pour stocker. Donc, par exemple, nous, on a, comme coworker, on a un artiste peintre, on a des créatrices de bijoux, on a une couturière, on a une graphiste illustratrice. Donc, ils ont leur création un peu partout, ils ont leur atelier de créativité là, mais tout est ouvert. Donc, en fait, voilà, c'est le principe de la mutualisation de moyens. C'est-à-dire que tous ces créateurs sont regroupés au même endroit. Et nous, par ailleurs, on accueille d'autres créateurs, alors soit pro, soit amateurs, en proposant, par exemple, de la céramique en libre service. Donc les gens peuvent venir se servir en terre et utiliser nos outils. Et puis après, ils laissent leur création sur place. Ils les laissent sécher, puis après, on les cuit parce qu'on mutualise un four. Voilà, c'est le principe de mutualisation et d'utilisation partagée, et aussi de pouvoir se croiser dans un même lieu, d'être ensemble, de faire ensemble. Voilà. Parfois avec des gens qu'on connaît pas, on peut se croiser comme ça. On a aussi des ateliers de couture, par exemple. Et on fait aussi des ateliers créatifs avec des gens plus jeunes, notamment en partenariat avec des MJC, Maison du Jeune Citoyen, ou le programme de réussite éducative. Là, c'est plutôt avec des enfants qui sont en difficulté à l'école. On utilise la créativité pour justement débloquer certaines choses. Et puis par ailleurs, on a Fab Lab, donc c'est un lieu où on va pouvoir faire de la création numérique. Donc on a une découpe laser, une imprimante 3D, on a un plotter de découpe, ça sert à faire des autocollants. Et tout est programmable par ordinateur, bien sûr. Et là aussi, on peut à nouveau faire des ateliers créatifs en utilisant le numérique et parfois en combinant le fait de travailler de ses mains et le fait d'avoir créé quelque chose de manière numérique complètement. Si on prend l'exemple de la découpe laser, on peut découper un trophée en bois, l'assembler et puis ensuite le peindre, par exemple. C'est absolument envisageable, d'ailleurs on le fait souvent. Et on a aussi un conseiller numérique, on a tout cet aspect-là de transfert de savoir, de permettre aux gens de devenir de plus en plus autonomes sur l'utilisation de leur ordinateur, de faire leurs démarches, etc. etc. Et là, moi, dans tout ce joyeux lieu, moi, je suis animatrice, je coordonne pas mal de choses et notamment
Notamment, moi, je veille à ce que tout se déroule bien. J'anime beaucoup d'ateliers. Parfois, il faut réagencer l'espace pour pouvoir accueillir aussi. Et puis, là, avec la directrice, donc, je lui ai proposé qu'on fasse de la formation par l'action de personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps, pour qu'ils puissent développer des compétences techniques, hein, parce que, mine de rien, la découpe laser, ça intéresse énormément de gens. Et ça peut être utile et ça permet de développer des compétences numériques, mais aussi de la compétence manuelle et le fait de travailler en équipe, par exemple, ou de travailler sa créativité ou sa confiance en soi à travers des projets ultra concrets. Voilà, avec un objet à réaliser, une deadline, un design particulier, soit on imagine ensemble, soit qui existe déjà. Et voilà. Donc j'ai aussi ce rôle-là de pouvoir travailler sur la formation professionnelle. Bah écoute, c'est cool. Alors, je sais qu'il y a un événement qui arrive. C'est quoi? C'est Oui. le 13-14 avril. Petit moment promotion pour la cabane des créateurs. Est-ce que tu peux nous en parler en 2-3 minutes? Ouais, c'est un salon du gaming, donc tout va tourner autour du jeu vidéo. Faut savoir que nous, on fabrique une borne d'arcade là actuellement au sein de la cabane que pourra être testée par tous les visiteurs. Tout est gratuit, hein. Et on va avoir aussi des animations autour de Minecraft avec un challenge aussi créatif, un tournoi de Mario Kart, de FIFA, des ateliers parents-enfants, des ateliers sensibilisation aussi sur les écrans, les jeux vidéo, et aussi des expos sur les jeux d'anciennes consoles. Le but, c'est de faire des choses ensemble, de se retrouver, de créer du lien, et aussi d'apprendre des choses sur le jeu vidéo parce que des fois c'est un peu méconnu, par exemple des parents, alors qu'en fait il y a énormément de choses positives qui peuvent se faire autour de ça. Voilà. Écoute, donc c'est le 12, 13, 14 à la cabane des créateurs à Schiltigheim. Je laisse ceux qui nous regardent regarder par eux-mêmes. Je te propose qu'on revienne sur toi. C'est quoi les futurs projets de Laurie du Labo Indigo? C'est quoi le développement que tu imagines d'ailleurs pour le Labo Indigo, les besoins que tu pourrais avoir dans ce projet? Alors, là, on est encore en train on crée des vêtements. Donc là, il a fallu en fait, ça fait 1 an à peu près que ça existe, hein. Il a fallu créer un réseau de couturiers, de personnes handies aussi, de gens qui ont envie de travailler avec nous, les ergos aussi, des partenaires, notamment l'APF. Là, prochainement, je vais lancer une campagne de financement participatif pour financer de nouveaux projets de vêtements. Donc, il y aura la fameuse veste, une robe vintage, une autre robe glamour et rock. Il y aura aussi des protections, des housses pour les manettes des fauteuils électriques. Parce qu'il faut savoir que quand il pleut vraiment énormément, l'eau de pluie risque de s'infiltrer dans les manettes et de faire tomber en panne tout le fauteuil. Et quand tu es dépendant de ton fauteuil électrique, c'est une joie. Voilà, c'est arrivé à un des bénévoles du labo là, récemment. Il en a eu pour 150 € de réparation. Voilà. Il a la hache, hein, c'est pas. Enfin, voilà, 150 €, c'est un gros trou. Du coup, il y a un vrai enjeu là-dessus aussi. Donc ça, c'est le prochain truc en termes de fabrication en elle-même. Et un des gros enjeux, c'est de trouver le moyen de diffuser, justement, de partager nos idées et tout ce qu'on aura créé. Parce que sinon, ça va juste, entre guillemets, ça sera déjà très bien, hein, mais ça va rester dans un tout petit cercle et juste bénéficier à une poignée de personnes. Nous, notre ambition, c'est que ça puisse servir encore à d'autres gens. Donc voilà, il faut trouver les meilleurs moyens de faire ça. Et il y a aussi la question du modèle économique, comment on finance tout ça, parce qu'on peut pas reposer, quand un vêtement sur mesure coûte 600 balles, on peut pas reposer que sur des personnes qui ont un revenu ne permettant pas ça. Enfin, voilà. Et puis pour moi, c'est pas à eux de payer. C'est à la société de s'adapter. C'est pas aux gens de surpayer parce qu'il n'existe pas d'offre. Voilà. Donc, faut réfléchir autrement. Voilà.
Donc, si vous avez des idées de financeurs possibles et de modèles économiques qui permettraient ça, je suis preneuse. Bah, écoute, je vois qu'il y a, pas mal de gens qui nous regardent, si jamais vous avez des idées ou si jamais vous avez des questions, à poser à Laurie sur, le projet Indigo ou Laurie ou la cabane des créateurs, hein, n'hésitez pas. Moi, avant qu'on aille justement sur la phase de questions-réponses, au niveau du projet, Indigo, combien de personnes justement tu as pu, accompagner ou combien de personnes ont participé jusqu'à présent, dans la réalisation de vêtements? Est-ce que tu tiens un compte ou, Ouais, je vais aller regarder si tu veux. Attends. Je crois entre 20 et 30. Ouais, j'ai eu un souci Internet. Oui, il y a eu une petite déconnexion, j'ai l'impression, hein. Veuillez nous excuser pour ceux Pardon. qui nous regardent, mais nous sommes de retour. Alors j'en C'est profite, je vois que David, alors, on a une question. En fait, on a eu plusieurs questions, qui nous sont posées, donc je vais les prendre, hein, voilà. Alors on a merci à vous, monsieur, Leblanc, David. Y a-t-il des co-créations entre plusieurs lieux? J'imagine aussi qu'il y a un réseau de partenaires autour des projets de la cabane. Ah bah oui, ah oui, on travaille avec, par exemple, le CCAS de Bischheim. Alors eux, ils ont une idée géniale, qu'ils ont déjà d'ailleurs fait en 2015. Ils mobilisent, un groupe de personnes qui sont, bénéficiaires du RSA, et qui ont envie de s'engager dans une action, citoyenne, on va dire. Et donc l'action citoyenne en question, c'est d'aller dans des écoles primaires, d'aller échanger avec et de faire une présentation à des élèves, pour que, ils soient sensibilisés au fait de donner leurs jouets qu'ils n'utilisent plus, peut-être parce qu'ils ont grandi et que voilà, les jouets qu'ils avaient quand ils étaient petits, ils les utilisent plus et donc de recycler, leurs jouets et de les donner à Carijou. Carijou qui est une entreprise, sociale, enfin un chantier d'insertion qui emploie des personnes, éloignées de l'emploi et qui, remet en circulation des jouets. Des fois, ils les retapent un peu, ils les mettent bien en état et ils les vendent beaucoup moins cher que ce qu'on trouve en neuf. Et donc, pour pouvoir faire ça, le groupe en question de personnes se forme à la prise de parole en public, ils travaillent leur discours. Et nous, à la cabane, ce qu'on va les aider à faire, c'est faire une présentation visuelle numérique, vraiment interactive avec les enfants. Pour qu'ils puissent capter leur attention aussi, leur faire comprendre un certain nombre de choses. Et là, on va le faire avec notre conseiller numérique. Et ça fera vraiment partie du projet. C'est vraiment intégré. C'est pas nous qui l'avons inventé. On apporte, nous, notre plus-value. Et par exemple, Active Action, eux, ils vont travailler sur la prise de parole, la confiance en soi, quand on parle devant un public de, mettons, 35 enfants, quoi. Mmh. Voilà, par exemple. Alors, on a aussi une question, de Yamina qui demande: «Quelle est la différence entre votre concept et un styliste?» Le styliste, il va peut-être plutôt travailler seul. Hem Et il va faire une collection, je pense. Il va, complètement, il va le rôle du styliste, c'est aussi d'inventer, parfois, une collection, de faire un choix de tissu et cetera. Là où nous, et parfois même, il ne coud pas. Le styliste, son métier, c'est pas forcément de coudre. Nous, on travaille un peu différemment, parce que, déjà, on va faire un modèle, et on va essayer d'en tirer des apprentissages. Donc c'est un peu comme un crash test, de vêtements. Ça a pas vocation à être après, dupliqué en série. Après oui, c'est vrai qu'il y a des stylistes, ils font juste du sur mesure. Par exemple, ça se fait beaucoup dans le wedding couture et etc.
Mais il n'y a pas forcément l'aspect. Après, je partage. Les idées, les astuces, etc. Voilà. Ok. Oh, je sais pas si ça a Oui, oui. En tout cas, merci pour les questions, hein. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je rebondis juste sur la question de Yamina, qui C'est intéressant. effectivement est une question intéressante sur le styliste. Est-ce que justement, toi, tu serais amené à travers le projet Indigo à travailler avec des stylistes pour t'aider, pour accompagner? Là, tu parlais de collection, mais est-ce que justement sur peut-être la standardisation de certains handicaps, tu as déjà pensé à imaginer des habits plus standardisés pour justement que ce soit peut-être moins cher à produire? Non, moi j'ai pas fait ça parce qu'il y a déjà des entreprises qui le font un peu. Notamment, il y a Constant et Zoé, va y avoir aussi Habicap. Il y a une boîte qui fait ça, enfin une association qui s'appelle Bien Apporter, qui fait ça depuis peu aussi avec des entreprises, notamment avec Darjeeling par exemple et Promode, pour co-créer des vêtements et pouvoir aussi aller vers de la production en série. Et moi, là, avec le labo, je vais là où personne veut aller, en fait. Là où c'est ultra spécifique, ultra personnalisé, etc. Mais on dégage des apprentissages. C'est comme si on faisait de la R&D, en fait. Ça pourrait être appliqué à d'autres choses, mais ce sera pas duplicable en série. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais par contre, on tire des enseignements, des bonnes pratiques. Par contre, ce qui pourra peut-être être fait en série, et ça, il faudra voir, c'est les housses des manettes. Et encore que c'est pareil, d'une manette à l'autre, tout est différent. Mmh. Des fois, tu as une prise en dessous, des fois, la personne, elle veut que ce soit possible de le retirer, d'autres, elles veulent le garder en permanence. Il y a des gens chez qui la forme, elle est plus large, plus longue, plus ceci, plus cela. C'est très dur à standardiser. C'est pour ça que moi, je veux créer plutôt des patrons modulables, des choses comme ça. Après, peut-être que si on fait quelques modèles, faudra voir. Franchement, pour les housses, faut étudier ça. Mais pour les vêtements, c'est trop spécifique ce qu'on fait, je pense. Alors, Voilà. Mm. on a quelqu'un qui te demande, est-ce que pour le financement, tu as pensé à la MDPH, la Eh bien, maison départementale pour les personnes handicapées? oui, ça pourrait être un bon levier. Si on présente un projet concret, on dit voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Pourquoi pas? Effectivement, ça pourrait être bien. Au début, là pour l'instant, je veux faire un crowdfunding parce qu'il y a aussi l'idée de. J'aime bien le crowdfunding parce qu'il faut aussi faire connaître le projet. Et donc, ça permet de sensibiliser en même temps. Mais effectivement, la MDPH, ça peut être bien. Je sais que Constant et Zoé, par exemple, ils font cofinancer des vêtements par la MDPH. Il y a possibilité, par exemple. Ça prend juste du temps. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça permet de financer. Merci. Hein. Alors moi, je rebondis aussi là sur ce que tu disais par rapport aux manettes, Ouais. puisque tu parlais aussi de l'Aqaba, du festival de jeux vidéo, par exemple. Est-ce que tu as pensé aussi à essayer de mélanger peut-être équipement de jeux vidéo enfin, est-ce qu'il y aurait moyen que vous interveniez justement dans ce domaine-là au niveau du handicap ou pas? Parce que je sais que par exemple, il y a des associations qui créent, tu sais, des vraies manettes pour personnes en situation de handicap, mais est-ce qu'il y aurait aussi Alors, ouais, d'autres matériels textiles sur lesquels travailler au niveau du jeu vidéo ou pas? textile, je sais pas. Par contre, c'est vrai qu'on a pensé à faire un hackathon sur le handicap à la cabane des créateurs, notamment Mhm, pour créer des objets qui facilitent le quotidien, mais pas forcément en lien avec les jeux vidéo, parce que je pense pas que nous, on puisse carrément créer une manette. Un mhm, Fab Lab, c'est peut-être un peu costaud. On n'a peut-être pas assez d'éléments. Par contre, on peut créer des objets voilà, qui pourraient faciliter le quotidien ou te permettre d'utiliser une manette, on ne sait pas. Mais ouais, effectivement, moi, je proposais ça à
Anne, la directrice du coup, et elle était partante pour qu'on fasse ça plutôt. Mais ça se trouve, les gens ils diront, bah voilà, moi pour jouer aux jeux vidéo, je galère parce que je peux pas tenir la manette. Bon bah voyons, est-ce qu'on crée pas un petit device qui se rajoute sur une manette et qui te permet de jouer? Ça pourrait être ça. Parce que nous, on a l'imprimante 3D, ça pourrait peut-être être ça. Mais moi, je peux pas dire à l'avance qu'est-ce qu'il faudrait créer, parce que je peux pas d'une personne à l'autre. Il y a des gens, ils ont un handicap moteur, mais ils ont complètement l'usage de leurs mains, et voilà. Et d'autres gens, c'est compliqué, elles sont raides, et il y en a peut-être une des deux qui marche, par exemple. Donc là, ouais, il faut pouvoir adapter. C'est intéressant, chaque personne est unique. Ok, alors, oui, tout à fait. Alors, je vais prendre une dernière question, puisqu'on arrive quand même à bientôt 40 minutes de live. Hein. Donc, comment êtes-vous visible? Comment vous trouvez? Très bonne question de Yamina. Comment te trouver? Une petite Yamina, mais elle a raison. On existe sur Facebook, Labo Indigo, et sur Instagram, c'est Labo Indigo aussi. Et je sais pas encore si on va créer un site ou pas, ou si on s'appuiera plutôt sur un réseau de partenaires. Ça pourrait être la PF par exemple, ou Bien Apporté, qui est cette fameuse association qui met en lumière les vêtements inclusifs. Et que j'aime vraiment beaucoup, qui en plus a beaucoup plus de visibilité. Donc il y a encore d'ailleurs c'est une question de développement ça. Est-ce qu'on crée notre propre site, ou est-ce qu'on s'appuie sur des gens qui ont déjà de la visibilité? Parce que bon, faut savoir que moi par exemple je suis bénévole sur ce projet-là et je travaille à côté. Donc si en plus je dois alimenter un site internet, c'est pas la même chose que si je m'appuie sur des partenaires qui diffusent. Donc il y a vraiment la question de comment on utilise notre temps et comment on est le plus efficace possible. Voilà. Mais si vous avez des idées pour être plus visible, moi je suis preneuse. Voilà. Bah écoute, hein, pour ceux qui nous regardent et qui verront la vidéo en replay, n'hésitez pas à répondre à cette question. On arrive sur la fin de notre live, puisqu'on est quasiment à 40 minutes. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir participé avec nous. Je remercie ceux qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, justement, pour les personnes qui nous regardent? Oui, si jamais ça vous intéresse, ce projet-là, et que vous voulez participer, soit que vous connaissiez des personnes handicapées, soit que vous ayez envie de participer à des ateliers, soit que vous connaissiez des couturiers, ou que vous ayez envie d'en savoir plus, je peux laisser mon mail ou mon téléphone, ou alors vous pouvez me contacter sur Instagram. Mais tout le monde n'a pas Instagram, donc je sais pas, je peux le mettre Est-ce que je peux le mettre en discussion et tout le monde va le voir, Lionel? Oui, Je fais ça, tu peux, par exemple, tu peux mail. poster dans les discussions et tout le monde pourra le Magnifique. voir directement. Donc ça, c'est mon mail. Et je vais lâcher mon 06 aussi. Bah écoute, si tu te sens prête à mettre, en tout cas le mail, voilà, le mail est visible par tout le monde maintenant. Donc D'accord, super. de mettre Attendez, ton 06, tu peux, mais je mets mon 06. Hop. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez le mail et même le numéro de téléphone de Laurie que vous pouvez contacter, hein, si jamais vous avez Moi, envie. j'adore échanger avec des gens qui ont d'autres idées. Si vous savez aussi communiquer, si vous aimez ça, vous n'êtes pas forcément un accro de la couture et que vous connaissez pas forcément le handicap, c'est pas grave. Enfin, vous avez sûrement des talents et des compétences que vous pouvez partager aussi avec nous. On a tous une brique, on amène tous une brique. Donc il n'y a pas de, voilà, c'est pas grave si moi-même je suis pas une couturière pro par exemple, et c'est pas grave. Voilà. Bah écoute, merci à toi en tout cas d'avoir participé avec nous à Merci. cette table ronde dans laquelle on a pu parler donc du projet Indigo et aussi de la cabane des créateurs.
Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, on était le lundi 7 mars 2022. Voilà, il va bientôt être 20 h. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, écoutez, bon repas. Et pour ceux qui ont déjà mangé, écoutez, bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine donc, pour notre table ronde numéro 3 dans le domaine de la low-tech. Voilà, on a déjà des participants, mais si, voilà, peut-être pour ceux qui nous regardent, il y en a qui aimeraient participer avec nous sur le sujet de la low-tech, donc des discussions sur qu'est-ce que la low-tech, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelles sont les comparaisons avec les autres technologies, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour pouvoir participer avec nous. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine à 19 h. Et moi, je te souhaite une bonne soirée, Laurie. Bonne soirée, merci. Bonne soirée et bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.